Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous, bienvenue chers parents, grands-parents, tantes et oncles, parrains et marraines, professionnels de la petite enfance, c'est Éric Couder, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre magazine 100% famille. Les amis, aujourd'hui comme chaque semaine avec mes invités, nous allons parler enfance, vous donner des conseils, des astuces et des idées pour divertir et occuper vos enfants. Dans quelques instants, je recevrai Caroy Fogarassi, président et à l'initiative du projet Lulu et Croy, qui propose une solution pour faire décrocher vos enfants des jeux vidéo et leur donner le goût de la lecture et libérer leur imagination. Véronica Boutinova nous présentera son livre Hommage aux enfants migrants, inspiré d'une histoire vraie, Well, roi d'Angleterre aux éditions Une heure en été. Côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film événement La Reine des Neiges 2. Je vous présenterai ma sélection livre J'aide mon enfant à faire ses devoirs du docteur Anne Gramont et J'aide mon enfant dyslexique de Marie Coulon aux éditions Erol. Et vous parlerez de l'opéra déjanté pour toute la famille, The Opéra Locos au Théâtre Libre à Paris. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Étoile de Rêve et l'atelier du futur papa de Bordeaux. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter? N'hésitez plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Étoile de Rêve. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne, dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose 3 ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du futur papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du futur papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com. Je reçois à présent Caroy Fogarassi, président et à l'initiative du projet Lulu et Croy. Bonjour Caroy Fogarassi. Bonjour. Alors vous êtes président et à l'initiative du projet Lulu et Croy. Alors comment est né ce projet? Ce projet, il est né autour d'un repas de famille. Un repas de famille où l'une des cousines commence à dire que ses enfants ne lisent pas assez, et qu'elle voudrait, qu'elle souhaiterait qu'ils lisent davantage, mais ils passent trop de temps derrière les tablettes. Et puis en saisissant ce sujet finalement qui peut paraître anodin, et en creusant, on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet de fond, et avec mes 2 associés, Maxime et Lucas, on a décidé de s'attaquer à ce sujet, et puis de fil en aiguille, on a produit la solution Lulu et Croy, donc une bibliothèque d'histoire interactive et l'application dédiée qui porte le même nom, donc Lulu et Croy, LULUKROY. Et aujourd'hui, on travaille tous dessus. C'était un projet étudiant à la base, c'est ça hein? Exactement, on s'est rencontrés en dernière année de master avec mes 2 associés, et pendant cette année-là, on a décidé de se lancer sur ce projet-là. Donc on était en alternance sur notre propre boîte, et puis après on a décidé de continuer après les études. Alors comment cultiver le goût de la lecture autonome chez les jeunes? Alors déjà il y a plein de solutions, enfin il y a plein de réponses, mais la première de toutes, c'est d'inspirer chez eux un sentiment de plaisir et une impression de plaisir quand ils lisent. Et le meilleur moyen pour ça, c'est d'être lecteur soi-même, puisqu'en fait les enfants vont copier aussi les habitudes et les réflexes des parents. Oui. Donc l'INSEE montre que des parents lecteurs et qui prennent des livres et qui les lisent devant leurs enfants constituent le premier facteur qui favorise un enfant à lire. Et puis après, vous avez plein de choses. C'est la présence d'une bibliothèque ou de livres facilement accessibles pour désacraliser l'objet livre. Et puis ensuite, c'est les repas de famille où on parle d'une histoire, on parle de personnages, et de façon quasiment mécanique, en fait, on attise la curiosité de ces enfants-là et on les pousse d'eux-mêmes à lire. Et puis en fait, la dernière chose, c'est sans doute une des choses les plus importantes, c'est le fait de relire régulièrement. Oui. Et c'est pourquoi nous, on a créé un format série avec une histoire tous les jours, un épisode tous les jours qui forme une saison, etc., pour que ce réflexe soit ancré
les habitudes quotidiennes des enfants. Alors par quel moyen vous rendez la lecture plus amusante ? On constate en fait de façon assez triste que les 8-12 ans aujourd'hui renvoient pas mal une vision manichéenne du livre et de l'écran. L'écran serait systématiquement chouette, cool, fun, et les écrans systématiquement chiants, pas du tout dynamiques. Ouais. Et on a voulu sortir de ce manichéisme-là en créant une dynamique différente, en montrant qu'on peut utiliser des écrans différemment, avec un contenu adapté, un contenu maîtrisé, de manière pas trop intensive, pour n'en faire pas seulement un moyen, mais aussi une fin. Et puis on a voulu aussi sortir du livre en tant que seul support de lecture via de la lecture sur tablette. Et là où on engage davantage notre lecteur, c'est sur le format, puisqu'on lui pose des questions à notre petit lecteur au fur et à mesure de la lecture, de manière à ce qu'il puisse personnaliser son récit. Et comme cette personnalisation est mémorisée, et suivant sa progression, il peut constater que c'est pas seulement un placebo, mais c'est une manière de lui dire ce que tu fais, en fait, fait vivre le livre. Et suivant ta manière de faire vivre le livre c'est vraiment le tien. Et donc c'est important que tu ailles jusqu'au bout et que tu vives avec lui. Vous pouvez nous donner un exemple d'histoire que vous proposez ? Oui, alors aujourd'hui on a 6 histoires. Je prends celle qui me vient en tête, c'est Le Paris d'en dessous. On est à Paris et les 2 petits héros, Lulu et Croy, qu'on suit systématiquement dans les histoires, vont découvrir au détour d'une visite de la Tour Eiffel, c'est un clin d'œil aux 130 ans de la Tour Eiffel, une porte secrète qui leur donne accès à un Paris en miroir qui est sous Paris, qu'on appelle Lutèce, et en fait qui est le Paris des magiciens. Et en fait il va leur arriver plein d'histoires dans ce Paris d'en dessous où ils vont aider un jeune polymage. Un polymage, c'est un espèce de policier du Paris d'en dessous, un peu un monde à la Harry Potter, qui va lutter contre un grand danger pour Lutèce, et la présence de ces 2 personnages-là va pouvoir déjà susciter des aventures folles, et puis ensuite créer un apport majeur dans la survie de Lutèce. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que suivant les réponses que vous faites, vous n'entrez pas de la même manière dans le monde, vous n'aidez pas les mêmes personnages. Les personnages, après, n'ont pas les mêmes, si je puis dire, séquelles, puisque au moment où vous aurez des combats, et suivant la manière dont vous mettez fin au combat, les personnages vont, pour certains, continuer l'histoire, pour d'autres, ne la continueront pas. Si vous avez 2 enfants ou 2 amis qui utilisent l'application, vous verrez que l'histoire est radicalement différente. Alors pour bien que nos amis auditeurs comprennent, donc on est bien d'accord, c'est une bibliothèque numérique d'histoire interactive, c'est ça ? Exactement. Elle est disponible via notre application, donc Lulu et Croy, Android, Apple et puis smartphone, tablette. Et cette application, elle donne accès à notre bibliothèque. Alors, notre bibliothèque, elle est constituée d'histoires qui sont écrites par des auteurs professionnels de la jeunesse, qui sont relues par un comité scientifique de relecture qu'on a formé, qui est constitué de Marion, qui est institutrice en CE1, et Céline, qui est psychologue clinicienne, qui travaille à la PHP et qui est reconnue à l'Agence régionale de santé pour l'évaluation psychologique des enfants. Ça nous paraît important parce qu'on considère qu'il y a des invariables dans la littérature jeunesse. Et on ne peut pas dire de bêtises, c'est pourquoi on a constitué ce comité scientifique de relecture qui travaille avec les auteurs en amont et qui fait la relecture des histoires en aval. Ensuite, on a les auteurs, je l'ai dit, et tout ça dans le but de créer un produit qui soit un produit de qualité, un produit sain, et un produit qui soit effectivement dans un monde tout numérique, qui garde les standards de qualité de nos livres papier d'antan. Alors ce qui est super, c'est que les enfants peuvent choisir l'évolution des héros, c'est ça, et même de l'histoire, c'est eux qui décident. Exactement. Il y a des questions, il y a entre 3 et 4 interactions par épisode. Ces interactions vont de « je donne un nom à mon cheval » à des décisions qui sont cruciales pour la suite du récit. Est-ce que je prends la fuite avec tel personnage ou est-ce que je reste avec lui et je ne l'abandonne pas, et autant de choix en fait qui au fur et à mesure sont mémorisés. Déjà, on mémorise ces données-là et puis ensuite on évalue les temps de lecture, on évalue les comportements de manière à personnaliser les propositions de choix par la suite. En tout cas, ça donne envie. Caroy Fogarassi, avez-vous quelque chose à rajouter ? Faites lire vos enfants. Nous avons créé ce système-là de manière à faire lire les enfants. Moi, à 8 ans, à 12 ans, ils arrêtent d'utiliser l'application et qu'ils vont en bibliothèque ou en librairie acheter des bouquins physiques. Moi, j'ai gagné.
Et ça passe par un travail de longue haleine dans lequel tout le monde est partie prenante. Et pourquoi j'attache autant d'importance à la lecture? Parce que la lecture, c'est l'ouverture au monde, c'est la connaissance, et puis c'est aussi la construction du soi. Et c'est en lisant qu'on se découvre mieux, et en sachant mieux qui on est, on occupe mieux la place qui nous est réservée sur cette terre. Très bien, je vous remercie Caroy Fogarassi, merci beaucoup. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Lulu et Croy, si vous souhaitez des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site luluetcroy.fr. Donc Que faire des mômes, il est temps à présent de parler cinéma. Que faire des mômes? Cette semaine, je vous parle du film d'animation Disney le plus attendu de l'année. Ma petite nièce Erika l'attend avec impatience. C'est la suite des aventures de la Reine des Neiges, la Reine des Neiges 2, sorti le 20 novembre dernier dans toutes les salles. Il est réalisé par Jennifer Lee et Chris Buck, avec les voix entre autres de Danny Boone et Charlotte Hervieux. Cette fois, Elsa rêve d'apprendre pourquoi elle est née avec des pouvoirs magiques, mais la réponse met tout le royaume en danger. Elle entreprend donc un voyage périlleux avec Sven, Olaf et Christophe et Anna. Elsa craignait que ses pouvoirs menacent le monde. Aujourd'hui, elle espère qu'ils seront assez puissants pour le sauver. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Il était une fois, loin d'ici, au plus haut de la pointe nord, une forêt enchantée. T'es allé dans une forêt enchantée? Oui, c'était un endroit magique. Mais il y a eu un événement tragique. Et depuis, personne n'a pu en sortir et personne n'a pu y entrer. Waouh! Papa, cette histoire est incroyable. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je serai toujours là pour toi. Elsa était un peu bizarre ce soir, non? Pas plus que d'habitude. J'entends une voix. Une voix? Comment ça? Courez vers la falaise! Je vais m'envoler! Là, je suis là! Arendelle n'est plus en sécurité. Essaie de savoir qui t'appelle. La réponse est peut-être là-bas. Je viens avec toi. Anna, non. Pardon, mais j'ai gravi la montagne du Nord, j'ai survécu au cœur de glace et je t'ai sauvé de mon ex-fiancé, alors je t'accompagne, c'est tout. Moi, j'ai pas peur. Mais où est-ce qu'on est là? Comment êtes-vous entré? La brume s'est levée pour nous. C'est impossible! Où avez-vous appris la magie? Je t'interdis de me suivre dans les flammes. Alors ne te jette pas dans les flammes. La magie a quelque chose d'irrésistible. Sans ton aide, elle pourrait s'y perdre. Protégez Arendelle à tout prix! Je crois en toi, Elsa, plus qu'en n'importe qui ou n'importe quoi. J'ai une question. On va se mettre en danger régulièrement à partir de maintenant? La Reine des Neiges 2 à découvrir en famille au cinéma, un film pour les enfants à partir de 6 ans. À présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des mômes? Aujourd'hui, j'ai sélectionné 2 livres aux éditions Erol Pratique, Vie quotidienne. J'aide mon enfant à faire ses devoirs et j'aide mon enfant dyslexique. Commençons par le livre J'aide mon enfant à faire ses devoirs, méthodes, outils et conseils pour coacher son enfant du docteur Anne Gramont. Le docteur Anne Gramont est pédopsychiatre et exerce une activité clinique de consultation auprès des enfants ayant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et haut potentiel intellectuel. Spécialisée dans les thérapies cognitivo-comportementales, elle est également chargée d'enseignement à la faculté. Elle exerce en milieu hospitalier. L'objectif de ce livre n'est pas de faire de tous les enfants des premiers de la classe, mais de favoriser l'estime de soi et surtout de leur redonner l'envie et le goût d'apprendre. Cet ouvrage est destiné aux parents mais aussi aux enseignants afin de leur transmettre des techniques simples et faciles inspirées de thérapies cognitivo-comportementales.
Vous y trouverez des recettes concrètes, faciles à appliquer à la maison et à l'école. À noter que cette nouvelle édition est enrichie d'un cahier pratique pour accompagner les situations les plus délicates, aider son enfant à réviser avant un contrôle ou encore repérer les troubles de l'apprentissage. J'aide mon enfant à faire ses devoirs du docteur Anne Gramont aux éditions Erol. Un livre à présent qui vous permettra de déceler, comprendre et accompagner les difficultés de votre enfant dyslexique. Qu'est-ce que la dyslexie? Comment la repérer et la diagnostiquer? Quels sont les dispositifs et les outils disponibles? Voici les questions auxquelles répond Marie Coulon, dyslexique, professeure des écoles, spécialisée titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap. J'aide mon enfant dyslexique de Marie Coulon, préface de Catherine Lesage, orthophoniste et présidente de l'association Réseau 10 Toulon Var de 2002 à 2004, un livre aux éditions Erol. À présent, dans Que faire des mômes, je reçois Véronica Boutinova pour son livre Hommage aux enfants migrants, inspiré d'une histoire vraie, Wael, roi d'Angleterre, aux éditions Une heure en été. Bonjour Véronica Boutinova. Bonjour. Alors vous êtes auteur et dramaturge, docteur en littérature, performeuse, plasticienne, photographe, artiste engagée. Vous travaillez depuis 6 ans sur les situations migratoires calaisiennes, écrivez actuellement une pièce sur Sarajevo et vous publiez aux éditions Une heure en été, Wael, roi d'Angleterre, un ouvrage en hommage aux enfants migrants, inspiré d'une histoire vraie, l'histoire de Nali, un petit Kurde de 8 ans. Alors quelques mots sur Nali. C'est un enfant que vous avez croisé ? Oui, tout à fait. Et c'est pas depuis 6 ans, mais c'est depuis bien plus longtemps que je suis à Calais et que je m'occupe des migrants. Oui. Et donc, voilà, je visite les squats, les jungles, les bidonvilles, puisque mon objectif est de garder la trace de ce qui se passe à Calais, où j'ai débarqué il y a 20 ans. Et voilà, il y a une histoire, il y a l'histoire des migrants, de la trace de ces migrants dans la ville qu'il ne faut pas oublier. Oui. Et donc, voilà, visitant les bidonvilles, etc. Évidemment, dès que le grand bidonville de Calais a ouvert, si je peux parler comme ça, Oui. j'y suis allée dès le départ. Et puis pendant 1 an et demi, j'ai pris des photos. Je me suis documentée. Et puis, comme il y a d'un côté mon travail artistique et de l'autre côté le travail humanitaire, je ne veux jamais profiter en fait de la situation comme d'un matériau simplement. Je veux aussi faire ma part. Et donc, je suis allée à l'école des Dunes. Oui. J'ai trouvé à faire humanitairement parlant. Je suis allée là-bas m'occuper des enfants et c'est ainsi que j'ai rencontré plein d'enfants et notamment le petit Nali qui m'avait vraiment marqué. C'était un petit garçon d'une dizaine d'années qui était vraiment adorable, très mûr, qui avait déjà un air d'adulte parce qu'évidemment ces enfants vivent des choses atroces. Oui. Et un garçon d'une intelligence vraiment rare et d'une sensibilité folle. Enfin, voilà, j'ai eu un petit coup de foudre pour ce petit bonhomme. Un coup de foudre. Alors on va revenir maintenant sur le livre Wael, roi d'Angleterre. Ce livre est conseillé aux 6-8 ans. Alors qui sont Wael et Mira ? Wael, donc, c'est un peu Nali par rapport à l'âge, par rapport au physique, puisque vous avez vu dans le livre, il y a la photo de la marionnette qui a été conçue par Delphine de la Fosse, à partir de la description que je lui ai faite de Nali. Et en même temps, ce sont tous les enfants migrants. Et c'est aussi l'histoire d'Ibrahim et Ouda, qui eux étaient plus adolescents et qui donc était une fratrie qui s'est retrouvée coincée dans la jungle en quête de leur maman, qu'elle était à Birmingham. Donc c'est un mélange d'histoires et voilà, à partir de cette histoire d'Ibrahim et Ouda, en fait, j'avais envie de parler des mineurs isolés étrangers. J'avais envie de mettre l'accent sur le rapprochement familial qui était très difficile parce qu'il y avait souvent des enfants, il y avait de la famille en Angleterre et qu'il suffisait simplement de leur faire traverser la Manche pour qu'ils se retrouvent dans une situation acceptable. Mais évidemment, administrativement, c'était toujours très, très difficile, très long. Et voilà, j'avais envie d'alerter un petit peu l'opinion sur le sujet. J'avais aussi envie de sensibiliser parfois, alors les enfants, mais aussi les parents, puisque à Calais, il est très difficile d'évoquer le sujet. Oui. Il y a évidemment une hostilité envers les réfugiés.
Et je me suis dit, peut-être que pour toucher les gens, leur parler du sort d'enfant, la plupart sont parents, ça peut les toucher. Bien sûr. C'était l'optique. Alors ouais, elle a 6 ans, Mira 10 ans, et ils ont entrepris un long voyage à travers l'Europe pour fuir la Syrie en guerre. Hein. C'est ça. Alors qu'apprennent les enfants lorsqu'ils arrivent seuls à Calais? Ils se retrouvent dans une situation pas très amusante, puisque la vie dans le bidonville, c'est le froid, c'est la saleté. Et en même temps, c'est un lieu un peu magique, le bidonville, parce que c'était aussi un quartier à part entière, 10 000 habitants, vous imaginez, dans une ville de 70 000. Donc, pour moi, c'était le quartier le plus vivant de Calais, le plus humain. Et ils y apprennent aussi la solidarité. Ils rencontrent là des enfants du monde entier, d'Afghanistan, du Kurdistan, de l'Érythrée, comme dit le texte. Oui. Alors maintenant, quelques mots sur Emma Guarecci, qui signe les illustrations de cet ouvrage et que vous avez rencontré dans le bidonville de Calais. Alors oui, plus précisément, on s'y croisait, mais je la connaissais déjà, Emma. Elle a été une de mes élèves en théâtre. Je suis professeure de théâtre et voilà. Et elle est talentueuse. Elle était à l'époque du bidonville dans une école d'illustration à Londres et elle devait achever un travail en fait pour la fin d'année pour obtenir son diplôme et elle avait dans l'idée de faire des dessins sur le bidonville et un livre. Donc je lui ai proposé, je lui ai dit j'écris l'histoire et toi tu fais les dessins et voilà. Ça a donné quelque chose de formidable. Ça a été très agréable de travailler avec elle et j'ai été portée par la poésie de ses dessins. Ils sont tellement magnifiques. Les couleurs, l'ambiance, il y a quelque chose de très nostalgique qui découle de ces dessins. Et j'avais envie de continuer de travailler avec elle. J'espère que ce sera encore possible. Bien sûr. Véronica Boutinova, vous qui avez connu les bidonvilles de Calais, à quoi cela ressemblait? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est impressionnant. C'est quelque chose de très impressionnant. Moi, je regrette pas d'avoir vécu ça parce que oui, c'est assez atroce parce que vous rentrez chez vous, vous y passez un moment. Moi, j'y allais un peu aussi au contact des gens puisque souvent, ce que je disais, c'est il faut aller voir. Et c'était pas du tout du voyeurisme. Beaucoup de personnes me disaient non, je veux pas t'accompagner, je me sentirais voyeur, je trouverais ça indécent. Moi, mon idée, c'était si c'était moi, j'aimerais bien que les gens de la ville viennent me dire bonjour, me considérer comme un être humain. Et donc c'était dans ce but-là que j'y allais, pour parler aux gens, pour leur dire moi je vous considère, je sais que votre situation est terrible. Alors voilà, si je peux juste discuter avec vous 5 minutes, si vous avez besoin de quelque chose, voilà, c'était d'aller au contact. Et c'était parfois joyeux et c'était parfois terrible puisque moi je me souviens d'une fois où il pleuvait énormément, on est arrivé, ça allait encore et tout à coup une pluie torrentielle nous est tombée dessus et puis là étonnamment il se passe ce qui ne se passerait pas en ville. Les gens n'ouvriraient pas leurs portes ici aux migrants qui sont 24 heures sur 24 dans le froid. Mais là-bas on était accueillis dans les tentes. Les gens nous disaient, venez vous réfugier, vous réfugier, voyez. Venez vous abriter, vous voulez un thé, vous voulez à manger. Ils n'avaient quasiment rien. Et c'est toujours ça qui était terrible. C'était que le peu qu'ils avaient, ils étaient prêts à vous l'offrir. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Et puis, quand vous rentrez chez vous, vous êtes bien au chaud et vous vous dites, mon Dieu, et eux vivent parmi les rats. Voilà. Et en même temps, le fait qu'ils étaient tous ensemble avec des gens qui étaient là pour s'occuper d'eux, parce que c'était beaucoup plus évident en fait, pour les associations, puisque tout le monde était là ensemble et il n'y avait pas à chercher comme aujourd'hui où se planquent les gens, où sont-ils pour leur apporter de l'aide. Comment vivaient les familles et les enfants? Pour faire comprendre à nos amis auditeurs, vous l'avez vécu, mais voyez, quelle image vous avez de ça? C'est vrai qu'il y avait évidemment une attention qui était faite aux familles et aux enfants. Les hommes seuls, évidemment, on s'occupait d'eux, mais
Parfois, ils se débrouillaient. Enfin, voilà, ils étaient. Mais une attention était portée aux enfants. Il y a eu donc l'école des dunes qui a été créée par Zimaco Jones et une belle équipe de bénévoles qui étaient là constamment. Et il y avait un coin en fait de caravanes. Voilà, beaucoup de caravanes avaient été amenées. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y avait 80% des bénévoles qui étaient britanniques. Oui. Les Calaisiens très peu. Voilà, ça se passait aux portes de Calais, mais les Calaisiens sont pas des gens très portés. Voilà, je peux pas m'empêcher de le dire parce que c'est la réalité. Pas très portés sur l'humanitaire et sur l'empathie. Et il y avait voilà, dans ce grand village, il y avait un petit village de caravanes. Et voilà, les écoles, des jeux. Dans l'école des dunes, il y avait une espèce de montage, voilà, avec un grand filet pour que les gamins puissent aller jouer dedans. Et j'ai amené ma fille régulièrement pour qu'elle joue aussi. Et puis voilà, pour la sensibiliser à l'étranger, à l'accueil. Calais n'est pas une ville très multiculturelle, ce qui me désole un peu. Et voilà, souvent j'emmène mes enfants ailleurs pour leur montrer ce que c'est que la vraie vie, avec des gens de toutes les couleurs dans les rues. Et c'était pratique avec le bidonville, parce qu'il fallait juste les emmener dans ce quartier. Voilà. Ouais. Alors il faut savoir qu'entre 2015 et 2016, plus de 10 000 réfugiés vivaient dans ce camp dans des conditions très difficiles, comme vous l'avez dit. Hein. C'est énorme. C'est impensable. Énorme. Oui, non, c'est évidemment, quand la mairie et l'État ont toléré, c'était l'adjectif, enfin le participe qui avait été utilisé, ont toléré la présence des migrants sur ce lieu. Ils ne pensaient pas être à ce point débordés, c'était couru d'avance. Mais ouais. Well, Roi d'Angleterre est aussi un projet participatif et solidaire. Outre le livre Well, Roi d'Angleterre, c'est un spectacle jeune public joué dans les théâtres et les écoles des Hauts-de-France également. Hein. Oui. L'année dernière, on l'a joué dans 2 festivals, à Marquise et à Lille, au Théâtre de la Verrière. Là, en fait, mon projet, c'est plutôt d'aller dans les écoles. C'est-à-dire que voilà, j'ai la marionnette, j'ai Well qui est magnifique, comme la photo, la photo est dans le livre. Superbe. Voilà, et je l'ai déjà fait dans les écoles, et c'est ça qui m'intéresse plus, parce que le faire dans des spectacles, dans des théâtres engagés, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont déjà sensibles au sujet de la migration qui vont se déplacer. Donc finalement, on tourne un peu en rond, on est dans l'entre-soi. Et ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller là où il faut porter la bonne parole, si je peux m'exprimer ainsi en tant que laïque. Et pour ce faire, il faut aller dans les écoles. Alors, évidemment, ensuite, ce qui est plus compliqué, c'est d'obtenir des enseignants qui sont courageux, volontaires pour m'accueillir, ce qui est très difficile à Calais. Comme je l'ai déjà fait et j'ai été exclue en fait de l'école parce que ça ne plaisait pas à certains parents. Donc voilà, c'est très très compliqué. Oui. Je peux m'étaler sur le sujet si vous voulez, mais c'est peut-être pas le lieu. Non. Mais donc oui, c'est très compliqué, mais il faut que je sorte de la ville, en fait. Il faut juste que j'envoie des dossiers de diffusion un petit peu partout, à l'extérieur, à Lille ou ailleurs. Et là, je pense que je pourrais trouver des écoles prêtes à m'accueillir. Ouais. Alors, vous avez joué la pièce devant les enfants migrants du bidonville de Calais. Quel regard ont-ils porté sur votre œuvre ? Avec les enfants migrants, j'ai essayé de faire des petits spectacles, mais évidemment pas trop parler puisque nous ne parlions pas la même langue. Voilà, donc la marionnette. On faisait aussi des montages, du tissu. On faisait des petites marionnettes. Enfin, sur le principe de la marionnette, avec des chaussettes, avec des boutons et puis voilà, on s'amusait bien. Je leur ai pas montré Well à ce moment-là. Je n'avais pas encore écrit. Je suis allée le lire il y a une autre école en bidonville, c'était l'école d'art. Voilà. Et déjà, on a créé l'école d'art. Il y avait beaucoup de projets artistiques sur le site. Et quand j'ai terminé le texte avec Emma, je suis allée le lire. Juste faire une lecture et montrer les dessins, quelques dessins déjà qu'Emma avait réalisés. Et oui, c'était évidemment très, très,
très touchant. Alors pour terminer, Véronika Boutinova, quels sont les enjeux de la migration ainsi que la situation spécifique des mineurs isolés? Si je vous pose cette question, c'est que ce sont des thèmes que vous abordez dans le cadre d'un programme pédagogique. Hein. Oui. Alors aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. À Calais en tout cas, hein. Je parle de la situation que je connais à Calais quant aux mineurs isolés étrangers, puisque la volonté politique est qu'il n'y en ait plus. Donc avant, il y avait un accueil qui était fait. Les mineurs qui étaient dans le bidonville ou dans les rues, on les a emmenés en situation d'urgence dans les maisons des enfants. Et là-bas, j'en ai rencontré plusieurs. J'ai fait un projet artistique aussi avec eux. Ils allaient dans les écoles où les enseignants de FLE donc les prenaient en charge en tant qu'allophones. Et voilà, aujourd'hui, le FLE a été supprimé à Calais, puisque évidemment, il y a une volonté municipale et étatique qui fait que on va plutôt les déporter dans les villes environnantes, mais pas ici. Ensuite, je pense qu'il y en a malheureusement encore qui arrivent, et là, sont pas placés ici en tout cas. J'en ai croisé quelques-uns la dernière fois que je suis allée dans la mini jungle, parce que vous savez qu'il y a encore à Calais, les gens pensent que la situation est réglée, qu'il n'y a plus du tout de présence migratoire parce qu'elle est invisibilisée, mais il suffit de faire 5 kilomètres et on a une situation pitoyable. Voilà, avec des gens qui dorment par terre dans les bois, des gamins. J'ai vu ça fin août. Parmi les bêtes, j'ai vu des rats comme j'en avais jamais vu. Et voilà. Mais le problème, c'est que ces enfants, c'est toujours le même finalement. La situation n'est pas résolue. Ils veulent passer en Angleterre au risque de leur vie. On tourne en rond, en fait. Je voudrais terminer avec cette phrase que j'ai relevée du livre, que j'ai beaucoup aimé. Petit bateau en bord de l'eau, en bord d'espoir et de survie bateau cerise, passeur pourri. C'est très fort. Oui, j'essaye de poétiser une situation vraiment abominable. C'était un petit peu l'intention de départ de l'écriture. Le livre est pour à partir de 6-8 ans, évidemment jusqu'à pas d'âge, puisque je parle de petits enfants. Le plus petit, le plus jeune enfant dans le bidonville avait 7 ans et il était là tout seul, il est arrivé tout seul. Et il y en avait tant d'autres. Il y a beaucoup d'adolescents et évidemment, ces enfants, ces adolescents qui arrivent seuls sont soumis à la volonté d'adultes, parfois servent d'esclaves à des adultes, puisque les migrants, moi je suis pas du tout dans l'angélisme, hein. Évidemment que je travaille pour qu'on accueille les réfugiés, mais évidemment, comme dans toute communauté, ce sont tous des anges et qui se transforment en passeurs et donc profitent de la situation misérable des autres pour faire de l'argent. En tout cas, je vous remercie Véronika Boutinova. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne continuation. Well, Roi d'Angleterre, un livre hommage aux enfants migrants, inspiré d'une histoire vraie de Véronika Boutinova, illustré par Emma Guarecci, un livre pour les enfants de 6 à 8 ans à vous procurer sans plus attendre aux éditions Une heure en été. Je voulais vous rappeler que vous pouvez me retrouver sur scène dans Histoire de loup, un spectacle pour les enfants à partir de 5 ans, tous les dimanches à 11h au théâtre Darius Milhaud à Paris. Et bien voilà, Que faire des mômes, votre magazine 100% famille pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Les amis, pour écouter nos anciennes émissions, lire nos articles, laisser un avis dans notre livre d'or ou nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedesmômes.fr. On va se quitter en musique avec un extrait de l'opéra déjanté pour toute la famille, The Opera Locos. La troupe triomphe en ce moment au Théâtre Libre à Paris. C'est un spectacle coup de cœur que je vous recommande, vraiment un spectacle à découvrir avec vos enfants à partir de 6 ans. À noter que Margot Toquet et Laurent Arcaro, 2 des membres de la troupe, seront mes invités le 28 décembre. Merci pour votre fidélité. Bye bye.